Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Il y a souvent des tensions, des conflits au sein de votre famille. Nous allons aujourd'hui se poser la question comment mieux gérer les conflits familiaux. Je m'appelle Elisa Béliard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue et je vous accompagne vers un bien-être au sein de votre famille. Aujourd'hui, nous accueillons Eliane Louis-Marie. Eliane, bonjour. Bonjour Elisa. Alors Eliane, tu es naturopathe et spécialisée dans la gestion des émotions. Oui, gestion du stress et des émotions, effectivement. Naturopathe, réflexologue, donc gestion du stress et des émotions avec la méthode 3C, notamment concentration, calme, contrôle. Ça parle déjà bien, concentration, oui. calme et contrôle. Waouh. Et l'EFT, technique de libération émotionnelle. Voilà. D'accord. Donc tu accompagnes les familles, comment est-ce que tu procèdes ? Alors, j'accompagne les familles, effectivement. Donc, j'accompagne aussi les personnes en individuel aussi, en cabinet. Je propose aussi les ateliers. Donc, les ateliers que je vais mettre en place, justement, ce sont les ateliers 4 éléments, air, terre, eau et feu. Donc, déjà, il y en a un samedi. Il y en aura un samedi de la semaine prochaine, le 6 mai aussi. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'explique un petit peu les solutions pour maintenir ou obtenir du mieux-être, en tout cas avec des moyens naturels. Pour s'équilibrer, en fait, au niveau émotionnel et être pleinement en joie avec tout le monde et avec sa famille aussi, surtout. Ben oui. Et puis, j'accompagne aussi, comme je disais tout à l'heure, la famille, justement, quand il y a des problèmes de tension, des problèmes d'enfants en difficulté à l'école et au sein du milieu familial aussi. Donc, notamment avec la méthode 3C et avec d'autres outils que j'ai, en fait. D'accord. Donc, déjà, j'aimerais quand même... Tu reçois effectivement beaucoup de personnes. Quelles sont les principales causes des conflits familiaux ? Alors, les principales causes des conflits familiaux, souvent, c'est parce que les enfants ne sont pas forcément écoutés par rapport à leurs besoins et par rapport aussi à leur personnalité. Donc, il y a souvent un manque de communication. Et c'est cette communication-là, en fait, qu'il faudrait rétablir. Parce que l'enfant, il exprime son mal-être à sa manière, souvent, justement, en criant en faisant des crises, en étant en opposition. Et le parent qui, en face, ne comprend pas, aurait tendance, justement, à se fâcher, à se mettre en colère. Et ça crée des tensions, finalement. Exactement. Donc, en fait, l'enfant va exprimer des besoins. Lorsqu'ils sont pas écoutés, on peut avoir ce type de cas de conflit assez fort où on a des crises de colère, des émotions fortes. Est-ce que les parents sont armés pour ça ? Pas toujours, parce que ça dépend aussi de l'éducation que les parents ont. Si c'est une éducation bienveillante ou bien si c'est une éducation où il y avait une autorité tellement forte que l'enfant ne pouvait pas exprimer, enfin le parent en étant enfant ne pouvait pas exprimer ses besoins, il ne pouvait pas communiquer avec ses parents. Donc, on parle beaucoup de communication non violente, que ce soit dans le milieu familial ou dans le milieu scolaire, et je pense que c'est un apprentissage. Donc, toujours, on va apprendre des conflits, finalement. Ça peut être positif d'avoir un conflit ? Oui, parce que c'est une soupape, en fait. Si tout le monde est là et on ne dit rien alors qu'il y a un problème, donc ça peut exploser n'importe comment. Alors que quand il y a un conflit et qu'on arrive justement à se poser, à discuter, à comprendre d'où vient l'origine de ce conflit, à comprendre les besoins, à comprendre le mal-être, eh bien on avance mieux et on peut désamorcer justement les conflits et on peut mettre en place aussi des actions pour le mieux-être de tout le monde. Ok. Donc, on va désamorcer, on va déjà commencer par discuter. Mais quelquefois, la discussion est difficile si on est déjà en état de crise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà pour apaiser les choses quand on sent un conflit arriver ? Alors, quand on sent un conflit arriver, ça dépend si c'est le parent. Si le parent est suffisamment à l'écoute quand même de son enfant, il peut se rendre compte effectivement qu'il y a un souci. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle des médias, en fait. C'est-à-dire des jeux, des exercices qu'on peut faire pour justement amener à cette communication qu'on n'arrive pas à mettre en place de manière fluide, naturelle au sein de la famille. Donc, c'est pour ça, par exemple, que j'ai créé le jeu
Le jeu Kumoshi, voilà, le jeu Kumoshi bien-être qui au est ici quotidien. d'ailleurs, Voilà, tout à fait. Oui. C'est une vraie mine d'outils. C'est pour ça que je tenais vraiment à t'inviter parce que on manque d'outils. En tant que parents, on est face à des situations, des enfants différents qui sont assez compliqués à gérer selon l'enfant. Souvent, on est désarmé. Oui. Donc, on cherche, on va aller regarder sur Internet, on va lire des bouquins, mais finalement, au moment même où il y a un conflit, qu'est-ce qu'on fait? On est soi-même dans la panique. Alors, est-ce que tu aurais quelques outils pour les parents pour leur permettre déjà d'aborder ces conflits de manière plus bienveillante et plus sereine? Alors déjà, se poser, tout simplement. Se poser, prendre le temps de s'écouter, voilà, donc faire arrêt sur image, comme je dis. Prendre le temps de s'écouter, faire des exercices de respiration aussi, être à l'écoute de son corps, être dans une démarche de bien-être, mais être aussi à l'écoute de son enfant, en fait, déjà, pour commencer. Et puis, effectivement, aller vers des professionnels aussi, aller vers des professionnels, aller vers des outils qui vont permettre justement de faciliter la communication. Parce que là, ce qu'on cherche, c'est faciliter une communication qui peut être difficile ou qui peut être rompue tout simplement quand les choses s'empirent, en fait. Donc, on utilise des outils de médiation, premièrement, pour parvenir à rétablir une communication bienveillante, puisqu'effectivement, si on va chercher un conflit en plus, voilà. Ça risque d'être compliqué. On part quand même du principe que l'enfant exprime des besoins qui sont assez importants pour lui. Peut-être que les besoins d'un enfant ne sont pas les mêmes que les besoins d'un adulte. Oui, effectivement. Effectivement, donc l'enfant, il a besoin d'attention déjà au départ. Il a besoin de beaucoup d'attention. Oui, c'est l'amour, c'est l'attention, c'est la structure aussi, parce qu'il y a l'attention, mais il y a aussi la structure que l'on va mettre en place qui va sécuriser l'enfant. Donc, il a besoin vraiment, ce sont ses besoins primaires, hein, les besoins fondamentaux de sécurité. Sécurité, amour, attention, bien-être, tout ça, ce sont des besoins primaires de l'enfant. Il faut être à l'écoute de tous ces besoins-là. Parce que souvent, on se dit, bon, on lui donne à manger, on l'emmène à l'école, on lui achète des vêtements, il est au centre aéré, tout va bien, voilà, okay. et puis c'est tout. Or, l'enfant a besoin d'attention. Donc, comment on lui apporte cette attention? Mais c'est en partageant avec lui un temps de qualité déjà. Qu'est-ce que je fais avec mon enfant? Comment je l'accompagne? Comment je l'accompagne justement à son éveil, à son développement personnel? Tiens, puisqu'on parle de développement personnel, comment je l'accompagne? Est-ce que je le laisse seul ou est-ce que je le dépose dans un centre aéré ou autre? Dans une activité, voilà, je vais faire mes affaires. L'enfant le sent forcément. Oui, il y a un petit manque à ce moment-là quand l'enfant est laissé dans un centre alors qu'il sait très bien que le parent va à la plage par exemple ou va faire des activités assez intéressantes. Ouais. Quelquefois il y a une incompréhension, donc il faut communiquer. Il faut lui expliquer pourquoi il aura besoin d'aller dans ce centre, qu'est-ce qu'il va y apprendre, qu'est-ce que ça va générer en lui. Donc la communication est très importante. Maintenant, c'est sûr que il y a des enfants qui vont avoir des besoins plus importants que d'autres. Et ça peut être très déroutant pour un parent, surtout s'il n'a pas reçu assez d'attention lorsqu'il était jeune. Tout à fait. Donc il va falloir rétablir ce lien à travers quoi? Mais rétablir ce lien justement à travers le dialogue, à travers tout l'amour en fait qu'on peut apporter et ce temps de qualité dont je parlais en fait. Ce temps de qualité. Ce temps de qualité, c'est-à-dire prendre le temps de discuter avec l'enfant ou de faire des choses avec lui, faire des jeux avec lui, aller au cinéma avec lui, sortir avec lui et être aussi dans l'échange. Donc, je vais voir un film avec mon enfant, je discute du film après avec lui. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as le moins aimé? Voilà, qu'est-ce qui t'a touché dans le film? Donc, c'est vraiment la discussion. Et en fait, de cette discussion qui paraissent banales finalement, en fait, on crée du lien. On crée de la structure qui sécurise l'enfant, en fait. Donc, on devient un parent, effectivement, sécurisant, en tout cas. On est dans la bienveillance et du coup, l'enfant, on ressent ça. Et il va aller peut-être plus facilement, sûrement en tout cas, pas peut-être, mais sûrement plus facilement,
vers le parent pour discuter de choses qui lui tiennent plus à cœur, des choses vraiment des problèmes profonds en tout cas. Il aura plus tendance à aller plus facilement, voilà. C'est ce que Tout à fait, gérer ces conflits déjà à la base avant qu'ils deviennent dans l'émotion et qu'ils soient ingérables. Mais il faut vraiment créer ce lien-là, justement, en partageant des moments de qualité avec son enfant, en s'intéressant à ce qu'il fait, à ce qu'il aime, à ce qui l'anime en fait. Tout à fait. D'autant plus que quand l'enfant arrive à l'âge de l'adolescence, là où à cet âge-là, on va se détacher de son parent, les conflits peuvent être encore plus importants. Oui. Ah oui. Lors de l'adolescence, là, si on n'a pas... si le parent ne sait pas poser les bonnes questions, s'il n'a pas fait un arrêt sur image, il ne s'est pas posé pour se repositionner, pour se dire, mais tiens, là, mon enfant, il a changé, ce n'est plus un bébé. Parce que souvent, on croit que l'enfant est encore bébé, on le voit tout petit. Ce n'est plus un bébé, c'est un adulte en devenir, en fait, qui a sa propre personnalité, sa propre identité. Et en fait, pour pouvoir construire son identité, il faut déconstruire. Ça veut dire qu'il faut casser des codes. Et c'est ce qu'il fait à l'âge de l'adolescence. Et si le parent ne comprend pas ça, ça peut devenir problématique et créer justement des tensions. Ça peut être l'origine, effectivement, de tensions à cet âge-là. Parce qu'il y a une incompréhension. Le parent voit l'enfant comme étant toujours le bébé, le tout petit qui suit et qui obéit au doigt et à l'œil. Et là, brusquement, on a un ado qui est en opposition. Tout à fait, il faut comprendre, ça demande de lâcher prise, de le laisser faire, de lui faire confiance. Donc, c'est vraiment, parce que quand il est petit, on met un cadre. On met un cadre par rapport aux valeurs que l'on a reçues, donc on va lui transmettre ces valeurs-là. Après, l'enfant, pour pouvoir se développer, construire sa propre identité, il aura tendance à bousculer ce cadre-là. Donc, si le cadre est trop rigide, ça explose, ça éclate. L'idée, c'est que le cadre peut être bousculé, mais en souplesse. Et en fait, le parent va suivre aussi cette tendance-là, en fait. Tout en discutant tout simplement des limites et du cadre à mettre avec l'évolution de cet enfant. Tout à fait. Et puis, il y a des règles qui seront négociables. Et puis, il y a des règles qui seront non négociables, en fait. Et c'est ce jeu-là, en fait, qu'il faut arriver justement à cet équilibre-là. C'est un équilibre entre ce qui est négociable, entre ce qui n'est pas négociable, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, entre les besoins de l'enfant et aussi, fondamentalement, sa sécurité. Donc, discuter avec lui, le mettre en garde par rapport à sa sécurité et toujours mettre en avant deux choses, l'attention que l'on a pour lui et sa sécurité, puisque ce sont ses besoins fondamentaux. Il faut que ces besoins-là soient exprimés, soient Tout à fait. Et ça, c'est très important, de manière à ce que ce soit plus apaisé, plus serein. Oui. Quand on est dans le stress, j'imagine que, quel que soit ce qu'on nous dit, le stress submerge un petit peu la personne qui est dans cet état-là. Oui. Ah oui, le stress qui est à l'origine de toutes nos maladies, hein. Le stress est à l'origine de toutes nos maladies et c'est vrai que ça fait des dégâts, donc pas seulement au niveau psychologique, mais au niveau aussi physique, physiologique. Et donc on ne peut pas se débattre. Alors je parle du mauvais stress, hein, je ne parle pas du bon stress dont on a besoin, par exemple en compétition, on a besoin de stress là pour réussir. Je parle du mauvais stress, celui qui va nous rendre malades. Et c'est bien de s'en rendre compte parce que souvent, en cabinet, il y a des gens qui me disent « Ah, mais non, je ne suis pas stressée, tout va bien. Tout va bien, je n'ai pas besoin. » Tout va bien, je ne suis pas stressée. Mais il y a des signes de stress. Ça peut être des maux de ventre, ça peut être des crispations, des crampes d'estomac, ça peut être des raideurs à la nuque, des raideurs au niveau du dos. Le stress est là, en fait. Il s'incorpore, je vais dire. Et il faut savoir être suffisamment à l'écoute de son corps pour se dire « Ah, mais tiens, il y a quelque chose là qui ne va pas. » Voilà. Avant que les choses ne s'aggravent. Donc, mettre en place des solutions, en fait, trouver des solutions pour diminuer ce stress, justement, en allant vers des activités de bien-être, déjà, en étant, comme tu disais, dans le lâcher-prise, oui. Tout à fait.
Alors, on parle beaucoup du stress des parents parce qu'il y a le travail, il y a la pression, on n'a souvent pas le temps. Mais les enfants sont aussi stressés. Oui. Oui, parce qu'ils ressentent aussi le stress des parents. Alors, ça dépend des enfants. Donc, il y a des enfants qui sont plus, on va dire, hypersensibles, où ils vont prendre les émotions, en fait, de toutes les personnes qui les entourent. Donc, ces enfants-là, effectivement, ont besoin d'outils, en tout cas par rapport au stress. Et c'est vrai que les enfants ressentent le stress des parents. Oui, ce sont des éponges. Oui, tout à fait. Ils ressentent le stress des parents avec leur propre stress aussi face à des situations qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. Donc, quelquefois, les conflits peuvent survenir alors que on pense que tout va bien. On ne sait même pas pourquoi on est en conflit, pourquoi il y a des tensions. On vit ensemble et puis tout le monde est énervé, tout le monde est stressé. Là, c'est sonnette d'alarme, il faut faire quelque chose absolument. Oui, oui, il faut s'aérer. Tout à fait. Alors, la première des choses, comme tu dis, voilà, s'aérer, sortir, aller chercher des activités où on se fait plaisir. Parce que le plaisir, c'est déjà, ça désamorce déjà beaucoup de choses. Oui. Se faire plaisir, aller vraiment dans des endroits, j'allais dire hautement praniques, aller à la mer, aller vraiment s'aérer, vraiment être à la campagne. Diffuser cette énergie qui est pas très agréable en fait à la base. Tout à fait, oui. Alors donc on a parlé des enfants, on a parlé des ados, mais il y a aussi des bébés stressés. Les bébés sont stressés, on a dit tout à l'heure, les bébés sont plus sensibles que les plus grands. Ils vont sentir le stress de la maman, du papa, peut-être aussi des grands-parents, des personnes qui entourent la famille. Oui. Donc à la base, on va s'autogérer, on va essayer de faire en sorte d'être bien, de manière à pouvoir gérer cet état de stress, puisque finalement un conflit, c'est un stress intense. Oui. Ah oui, c'est un stress intense, justement, qui va créer pas mal de dégâts au niveau psychologique, au niveau physiologique, si les choses ne sont pas traitées, si on n'a pas mis à plat le problème, si on n'a pas discuté autour, si on n'a pas communiqué. On est en plein dans la communication, en fait. Tout à fait. Ouais. On a un outil formidable, c'est la parole, les mots. Exactement. Les mots peuvent blesser, mais ils peuvent aussi guérir. Et ça, c'est important de le savoir. Dans un conflit, quelquefois, on a des mots qui sortent, qui sont pas forcément agréables, on s'en rend pas compte. Ça va alimenter ce conflit, alimenter ces tensions. Est-ce qu'il vaut mieux, quelquefois, laisser tomber ce conflit, ne plus en parler et revenir plus tard quand on est plus à l'aise, plus serein? Oui. Oui, en fait, quand on essaie de résoudre un problème à chaud, on a plus de mal. Donc, il vaut mieux se poser, comme tu dis, laisser passer un peu de temps, prendre le temps de réfléchir, de respirer, etc. Parce qu'on ne peut rien résoudre dans l'agitation. Rien du tout. Le cerveau est bloqué, on est en état de stress, et fuit tout combat. Ouais. Là, dans cet état-là, comment réfléchir sereinement on ne peut pas réfléchir sereinement. Donc, vraiment, il faut se poser et justement pouvoir parler après dans le calme. C'est dans le calme qu'on avance. Oui. Ok. Alors, j'aimerais revenir un petit peu à ton jeu qui est vraiment très, très intéressant. Pour expliquer ce jeu, moi, j'ai noté cette phrase « Faire circuler des pensées positives pour s'imprégner d'amour et de bien-être ». Oui. C'est magnifique. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, Kumoshi, mon bien-être au quotidien. Alors, pourquoi Kumoshi? Alors, Ku pour couleur, mot pour mot, MOTS, et Chi pour chiffre et image. Ok. Voilà, c'est tout simple. Et donc, l'idée m'est venue... Alors, j'animais, il y a quelques années de ça, j'animais un atelier d'hygiène alimentaire au niveau de jeunes de la catéchèse. Et en fait, j'ai eu l'idée de créer ce jeu parce que je cherchais quelque chose, un outil qui puisse être pratique, que je puisse mettre dans mon sac. Oui, c'est vrai, je vois bien qu'il est vraiment assez petit. Voilà. Et comme un jeu de cette famille, en fait. Voilà, tout à fait, oui. Donc, quelque chose de pratique que je peux glisser dans mon sac et qui va me permettre, en fait, de parler d'hygiène alimentaire en jouant. En jouant, voilà, exactement. Parce que je suis une ancienne enseignante spécialisée, donc j'ai eu dans ma carrière
l'habitude de créer des outils, de créer des jeux pour pouvoir intéresser les enfants et amener vraiment cet apport pédagogique par le jeu. Et oui, parce que les enfants apprennent avant tout par le jeu. Oui, beaucoup. Beaucoup. Donc, oui, ça a été très intéressant. Enfin, c'est une expérience très enrichissante et très intéressante parce que, bien, après, quand j'ai amené le jeu, c'était pas encore celui-là, c'était juste un prototype. Je n'avais plus d'ado isolé dans son coin à faire ses petites affaires en n'écoutant pas, mais tout le monde était autour du jeu et tout le monde jouait. Et après, c'était plus facile pour moi de glisser mes notions parce que c'est important, les notions de... Et oui, c'est un apprentissage, on joue, mais on apprend. Voilà, on apprend, bien sûr. Donc, c'est une amorce, en fait. Ça me servait d'amorce. Je l'utilise d'ailleurs dans mes ateliers bien-être pour les adultes. Je l'utilise aussi beaucoup. Et oui, parce qu'il y a différentes façons de jouer. Tout à fait. Différentes façons de jouer. Donc, il y a 3 jeux en un. Avec les 63-40, on peut faire un jeu de cette famille, un jeu que j'ai appelé Kumoshi, et un jeu objectif bien-être qui est plus pour les adultes. Donc, ce jeu-là, c'est un tirage intuitif de 5 cartes pour pouvoir élaborer en toute autonomie son projet de bien-être durable. Ok. Voilà. Donc, 3 façons de jouer. On va un peu décrire un petit peu les 3 parties. Alors, moi, je connais le jeu des 7 familles. Tout le monde le connaît. C'est la base des jeux de cartes, on va dire. Oui. Quel est l'intérêt de faire un jeu de cette famille? Parce qu'en fait, finalement, le but, c'est de se combattre, c'est de gagner. Est-ce que dans ton jeu, c'est un petit peu comme ça aussi? Il y a les deux. Donc, il y a effectivement la partie, je veux gagner, la partie compétition. Et puis, il y a la partie coopérative, collaborative, en fait, où on va... alors, je vais expliquer un petit peu chaque jeu pour mieux faire comprendre. Donc, dans le jeu de cette famille, donc on a 7 familles, mais on n'a pas le père, la mère, etc. On a des noms pour les membres de famille, comme le cool, vive la vie, zen. Okay. Et avant de jouer, les joueurs se mettent d'accord pour créer leur propre famille. Donc, alors moi, je suis la maman cool, moi, je suis le papa je peux dire, oui, tout à fait. Je suis la tati vive la vie, puisque il y a 7 membres de famille, donc on met ce qu'on veut, puisqu'on est dans la création, dans la créativité. Ça permet aux enfants de s'identifier aussi à leur famille, les familles aujourd'hui sont monoparentales, reconstruites. On a des familles un petit peu différentes du schéma d'avant, donc ça permet aussi de placer sa famille là où elle est actuellement. Mais bien sûr, tout à fait. Donc ça permet effectivement d'avoir une famille personnalisée, je vais dire ça comme ça, par rapport aux expressions, par rapport aux sentiments. Donc pourquoi tu dis que ton papa il est cool? Mais ça peut être aussi un papa qu'on voudrait qu'il soit cool. Exactement. Tu vois, ça engage déjà un discours. Est-ce que en tant que petite fille, on peut jouer la maman, par exemple? Oui, on peut jouer la maman, pourquoi pas? On peut jouer la maman en tant que petite fille, oui. Donc on est aussi dans un jeu de rôle, on prend un personnage finalement. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. On est dans un jeu de rôle. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que le vivre ensemble, il se met en place avant même de commencer le jeu, en fait. Ouais. Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord. Si on est 4 joueurs et puis celui-là veut ça, non, il faut qu'on se mette d'accord. Et au départ, on se met d'accord et on va dire que le papa, ce sera le vivre la vie. Voilà. Okay. Et quand donc on va faire le jeu, on pose une structure, on a des règles. On pose une structure. Ça ressemble un peu à la vie aussi, donc c'est parfait. Mais bien sûr. Oui. Très bien. Donc première manière de fonctionner. On gère la famille. On va aller chercher d'autres familles aussi. Tout à fait, oui. Parce qu'il y en a 7. Alors dans les familles, donc Donc, j'ai créé ce jeu aussi pour sensibiliser aux techniques de naturopathie, puisque souvent, on réduit malheureusement la naturopathie aux plantes et à l'alimentation. Il y a quand même 10 techniques, et les 10 techniques sont présentées dans le jeu. Donc, ça permet aux enfants de voir les méthodes naturelles, en fait, pour avoir du mieux-être, du bien-être. Et pourquoi pas choisir dans toutes ces techniques une technique qui nous convient à soi pour se sentir mieux. Tout à fait. Ça permet de découvrir, oser découvrir d'autres techniques et tout. Par exemple,
Il y a la magnétologie, qui est une technique énergétique. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, en fait. Donc, ça permet aussi de savoir que mais ça existe et on peut se soigner. Tu peux nous dire quand même, magnétologie, ok. C'est quoi la magnétologie? C'est se soigner, c'est avoir du bien-être avec les aimants, les champs magnétiques. D'accord, voilà. Ok. Oui, on vend des bijoux avec des aimants à l'intérieur, effectivement. Ok. Voilà, d'accord, ça permet d'équilibrer, ça permet Oui, ça permet d'équilibrer. De toute façon, toutes les techniques naturelles visent à un équilibre. Ouais. Ok. Donc, on va découvrir à travers ce jeu familial, on va découvrir différentes techniques pour se sentir bien. Oui. On va pouvoir poser des questions, on va pouvoir jouer des rôles. Ça, c'est super. Tu nous as parlé de la deuxième manière de s'en servir. Oui, alors le kumoshi se joue sur 3 paramètres, en fait. Donc, tu as un paramètre couleur, un paramètre chiffre et un paramètre mot. C'est-à-dire que je peux montrer, en fait. Oui, tout à fait. Je t'en prie, avec plaisir. Oui, ce sera peut-être plus simple de montrer. Alors, tiens, si tu as la carte, je ne sais pas si on va la voir, là. Alors, la carte fantastique, vive la vie, organisation. Les graines germées sont des aliments biogéniques régénérateurs de vie. Donc, on a des éléments qui sont assez intéressants. Si on ne connaissait pas les graines germées, on peut déjà se poser la question, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, la voici. Voilà, donc en fait, le jeu kumoshi se joue sur 3 paramètres. Donc, le joueur suivant, soit il va poser une carte de couleur violette, soit il pose une carte où il y a le mot « Vive la vie », soit il pose une carte avec le chiffre, alors qu'est-ce que c'est comme chiffre? 14. Voilà, et en posant la carte, il va dire le mot « organisation ». D'accord. Voilà, donc chaque joueur, en posant sa carte, dit le mot qui se trouve au pied de la carte. Et en fait, ce sont des mots de bienveillance, en fait. Donc, dans le jeu, il y a une circulation des mots de bienveillance. Ok, puisque quelquefois, les mots... moi, je me rends compte souvent avec les enfants que je vois régulièrement, les mots, ils les connaissent pas. Les mots bienveillants, ils ne connaissent pas. Les qualités aussi qu'on peut avoir sont un peu compliquées, à part gentil, beau et intelligent. Mais à part ça, le vocabulaire n'est pas assez développé. Ça permet aussi effectivement de discuter autour de ça et de développer un bien parler, on va dire. Oui, donc on a du vocabulaire, forcément, la générosité, enfin, la persévérance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du jeu, on peut demander à chaque personne, à chaque joueur, mais quel mot leur a plu, qu'est-ce qui a attiré leur attention, qu'est-ce qu'ils ont gardé, et pouvoir parler sur ce mot-là. Organisation. Moi, par exemple, j'ai besoin d'organisation. Je sais que j'en ai besoin. Je fais trop de choses à la fois, donc j'en ai besoin. Ce mot-là, il me parle comme ça, par rapport à mon vécu, par rapport à mon quotidien. Et c'est intéressant parce que ça permet de prendre conscience d'une problématique et de se dire, mais tiens, comment je vais mettre en place cette organisation? Parce que pour faire des graines germées, si tu n'es pas organisé, tu ne réussis pas tes graines germées. Oui, exactement. Tu ne réussis pas tes graines germées si tu n'es pas organisé. Donc, c'est super important. Et puis alors, dans le jeu kumoshi, on a les troubles faits. Donc, par exemple, si tu as le trouble fait malbouffe. Aïe, aïe, aïe. Donc là, je je mange mal, du sucre, des colorants. Exact. Voilà. Donc, tu as une carte qui va débloquer le jeu, c'est la carte alimentation saine. Okay. Elle fonctionne par paire, les cartes magiques. D'accord, ça veut dire que voilà. je vais bloquer mon adversaire, mais mon adversaire a alors tu bloques pas ton adversaire, tu bloques le jeu. Je bloque le jeu. Tu bloques le jeu. Et oui, c'est là toute la différence. C'est ça la différence. On est dans la résolution de conflits. Ouais. Si je bloque une personne, c'est pas la même chose que lorsque je bloque le jeu. Ça veut dire il y a un problème là. Il y a un problème là. Ah ben, il faut trouver la solution. La carte qui va résoudre le problème alimentation saine. Alors le joueur qui l'a, il la pose tout de suite. Donc, ce qui fait, ça va rééquilibrer au niveau des paroles de bienveillance et il pourra jouer à n'importe quelle carte de son jeu. Si personne ne l'a, on va piocher. Et on va chercher, tout le monde cherche à débloquer le jeu. Donc, on pioche, on pioche jusqu'à ce qu'on est en collaboration. On va faire avancer les choses. Donc, on va rechercher frénétiquement l'alimentation, la carte alimentation saine
pour que le jeu puisse continuer, en fait. Très bien, très bien. On peut avoir des grandes parties de rire, là. Ah oui. Donc, justement, en cas quand on a une famille, des tensions, etc., mais en jouant au kumoshi, ça fait rigoler, ça détend l'atmosphère, etc. Parce que quand on pose les cartes, je sais pas, on rigole en même temps que je dis gaspillage, voilà. Mais oui, mais tout le monde gaspille dans la maison, on fait du n'importe quoi. Regardez le frigo, je jette sans arrêt des choses. Je rentre pas dans le conflit, hein, mais vous avez vu l'état du frigo, c'est un peu comme la carte qui est là. Voilà. Tout à fait. On laisse passer nos petits messages de façon plus saine. Plus saine, plus soft. Bon, on va pas rentrer encore dans un autre conflit, mais en fait, on met de l'humour. En fait, j'ai vu parce qu'on a testé le jeu dans plusieurs groupes, et il y a eu de l'humour en fait en posant les cartes. Et j'ai trouvé ça magnifique. Exactement. Alors j'aime beaucoup aussi ta troisième manière de fonctionner, c'est de tirer des cartes au hasard et de voir ce que ça nous fait à l'intérieur de soi. Là, c'est vraiment une connexion personnelle pour nous permettre de prendre conscience de certaines choses dont on n'a pas forcément conscience d'ailleurs. Mais oui, donc c'est un tirage intuitif de 5 cartes. Donc tu as 3 cartes parmi les cartes famille, et puis tu as une carte parmi les magic blocs et une carte parmi les magic des blocs. Et par rapport à ça, en fait, tu as deux plans de compréhension, peut-être même plusieurs. Le plan, par exemple, on était sur la carte Vive la vie tout à l'heure. Bon, là, tu peux te dire, mais tiens, je suis sur une carte fantastique. Fantastique, ce sont les super aliments, les aliments qui vont apporter un plus dans l'alimentation, dans la nutrition. Et je peux me poser la question, mais pourquoi ne pas tenter les graines germées pour avoir plus de nutriments, plus d'oligo-éléments, de vitamines, etc. Pourquoi ne pas tenter les graines germées? C'est une invitation, en tout cas, à oser quelque chose pour son bien-être. Si on tombe sur une carte activité physique, on peut se poser la question, comment je me sens par rapport à l'activité physique? Est-ce que j'en fais suffisamment? Souvent, les gens qui tombent dessus se disent, tiens, j'avais laissé tomber, il faut que je reprenne, etc. Donc voilà. Et puis, tu as un autre plan de compréhension où justement, tu vas plus t'appuyer sur les mots. Tu as les couleurs aussi. Par exemple, la couleur orange de Vive la vie, ou par exemple, qui va exprimer la joie, entre autres. Donc, on peut se poser la question, mais est-ce que j'ai suffisamment de joie en moi? Comment je cultive cette joie? Quand tu comptes les points, tu as aussi la signification des nombres. Et tout ça, c'est écrit dans la notice. Voilà. Donc, il y a plein de petites choses sur lesquelles on peut travailler. Tout à fait. Mais bien sûr. Super. Bien sûr. Ça ouvre un peu à toutes les techniques. Tu parlais tout à l'heure de naturopathie. On garde la naturopathie comme tout ce qui est alimentaire et pas forcément du bien-être, de la manière dont on peut changer pour évoluer aussi. Oui. Parce que la naturopathie est une approche holistique, donc globale. Donc, on s'intéresse à tout l'être, au niveau psychique, social, physique, etc. Donc, c'est quand même important. En tout cas, le jeu, je l'ai conçu comme ça. C'est pour qu'on puisse se faire du bien, mais de manière globale. Pas seulement au niveau de l'alimentation, etc., mais vraiment se faire du bien de manière globale. Se poser des questions. C'est une ouverture vers toutes les techniques qui peuvent exister pour se sentir mieux et être on va pas dire parfait parce que non, ça n'existe pas. Justement, la famille, elle va servir à faire des essais, à travailler ensemble. Donc, quoi de mieux que de tester des choses pour arriver à un mieux-être, tout simplement. Oui, c'est important. C'est vraiment important de se poser. Et puis, un jeu de société qui permet à tous les membres de la famille, parce que le jeu Kumoshi, on peut le jouer jusqu'à 7 personnes. Donc, un jeu de société qui permet à tout le monde de jouer. Donc, comme je disais tout à l'heure, passer un moment de convivialité, un moment de qualité, un moment agréable. Il n'y a rien de mieux pour ressouder les liens, pour créer des liens, les recréer, les ressouder, tu vois, les fortifier. Il n'y a pas mieux en fait. Exactement. Et les enfants, en fait, ils retiennent, les enfants comme les parents d'ailleurs, ils retiennent ce moment de qualité. Et ce sont les enfants qui vont redemander à jouer au kumoshi. Tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Mais oui, parce qu'on retient les moments agréables de partage, puisque les enfants vont chercher ça.
Donc là, on est dans le cadre de familles, on va dire, plus ou moins soudées. Est-ce que ce jeu peut être aussi intéressant pour des enfants qui sont en grande difficulté familiale, qui sont peut-être placés? Est-ce que des psychologues peuvent utiliser aussi ces cartes-là? Oui, des psychologues sont intéressés, les éducateurs spécialisés aussi sont intéressés. Les personnes qui sont au contact d'enfants ou de public, tout simplement, à besoins particuliers, c'est-à-dire avec des profils quand même assez ciblés, utilisent le jeu, en fait. Ils sont intéressés justement par toute l'ouverture qu'il peut apporter à ces enfants-là, tout le bien-être qu'il peut apporter. Parce que j'ai eu comme retour que, justement, les enfants qui sont en difficulté, des fois, le vocabulaire, il est pauvre. Tout à fait. Voilà, un vocabulaire pauvre, des mots de bienveillance, des fois, ils ne connaissent pas. Et là, ils découvrent autre chose. Ils découvrent qu'on peut s'exprimer en disant des choses positives. En parlant de, oui, on peut s'exprimer, on peut apporter du bien-être avec des mots de bienveillance, en fait, qu'ils apprennent, qu'ils découvrent. Donc, ils en apprennent le sens d'abord, avant de pouvoir réutiliser dans leur vocabulaire. Tout à fait. Et puis aussi savoir qu'ils ne sont pas tout seuls devant leurs problématiques, que même s'ils ont l'impression de vivre des émotions fortes et de ne pas pouvoir les exprimer ni les gérer, le fait de passer du temps à jouer avec ces cartes, à travailler avec des adultes, à en discuter, ça va déjà désamorcer beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Et surtout, le fait de pouvoir en parler. Parce que s'ils arrivent à parler sur un mot, il y a quelque chose qui frappe sur le mot. Sur la carte, du moins, par exemple, dans le jeu Objectif Bien-être, le jeu de développement personnel, je dis aux gens, ce n'est pas la peine de lire tout ce qu'il y a sur la carte. C'est juste, je regarde la carte et, tiens, qu'est-ce qui m'interpelle? Qu'est-ce qui attire mon attention? Ça peut être Vive la vie, par exemple, si je reste dessus. Ça peut être Vive la vie, ça peut être fantastique. Ça peut être le chiffre aussi. Ça peut être une date de naissance, ça peut être une date de décès aussi. Tu vois, ça peut être le mot qui est en bas. En fait, il y a plein de choses. On va s'accrocher. C'est-à-dire que... Et l'enfant, c'est pareil. En fait, quand il voit la carte, mais ça peut être Vive la vie parce que il est dans la tristesse. Il est dans la tristesse par rapport à un problème et tout ça. Et il va pouvoir parler de cette tristesse-là en voyant la carte. Tu vois? Fantastique. Il peut aussi parler par rapport à ce qu'il voit, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les cartes, elles sont conçues ici. Donc, ce sont des cartes locales qui parlent de nous. Ça, c'est important de le savoir. Ça a été fabriqué Made in Martinique. Oui, on a des choses de chez nous. On a même la culture. Tu as des yoles ici. Super. On a la yole. Donc, yole, c'est cool, c'est physique, c'est être à sa place, plus fort ensemble. Ouais. C'est beau. Tu as le belay ici, tu vois. Ok. Les artistes, la danse tonifie le corps, améliore la coordination, la grâce. Donc oui, et tu as des fruits et des légumes de chez nous, en fait. Donc, c'est intéressant pour les enfants, pour les adultes aussi, parce qu'il y a la possibilité de s'identifier, de se reconnaître. Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça. Exactement, je confirme. C'est un très bel outil pour parvenir à gérer beaucoup de choses, pas seulement les conflits, parce que on est dans la discussion, la famille, c'est discuter. Oui. Quand on rompt le dialogue, tout devient plus compliqué. Donc à la base, on va jouer ensemble, on va sortir ensemble, on va trouver des solutions ensemble. Oui. C'est pas le parent d'un côté, l'enfant de l'autre. Moi, j'aime bien voir cette émulsion qui se passe entre les différentes personnes de la famille. On peut interroger aussi les grands-parents, les tantes, les oncles, les amis aussi qui sont proches de la famille, parce que la famille, ça fait aussi partie de tout ça. Donc le but, c'est d'un premier avis, on a un conflit dans notre famille, on a des tensions, on va discuter. Oui. On va installer une communication à travers des jeux, on peut utiliser aussi un médiateur extérieur, parce que quelquefois c'est déjà beaucoup plus compliqué.
et parvenir, si vraiment c'est trop fort, à s'éloigner un petit peu pour revenir et surtout, en discuter, gérer ensemble. Oui, ne pas rompre la communication, c'est la première chose. Tout à fait. Donc, Eliane, merci beaucoup pour nous avoir apporté quelques solutions, quelques approches qui sont vraiment très importantes pour avoir un bien-être au sein de notre famille. Merci à toi. Merci, Elisa. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour une autre émission. Parentalité, on en parle. C'est bientôt avec vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.